Ils cherchaient à s'isoler. Et c'est ce qu'ils ont trouvé, ici, dans le sud de l'Ontario. Surveillées par la DPJ pendant des mois, les familles de Lefteor avaient quitté le Québec en pleine nuit. Dans l'espoir de trouver un lieu plus accueillant pour pratiquer leur religion à leur manière et élever leurs enfants en suivant leur propre interprétation des anciennes lois du judaïsme. Nous voulons retourner vers le passé, comme les Juifs d'origine. Ils étaient beaucoup plus intelligents que nous. Leur mode de vie était meilleur. Ils étaient plus heureux. Mais le groupe, formé d'une trentaine de familles, s'est rapidement rendu à l'évidence. Les autorités les avaient rattrapés. Devant nos caméras, Uriel Goldman, le porte-parole de Lefteor, découvre que la police est de retour avec un mandat de perquisition. Ébranlé, il semble oublier la présence des caméras et commence à lancer des ordres. La communauté est convaincue, une fois de plus, qu'elle est victime de persécution. It's a sweet revenge from Quebec. The punishment, we left Quebec, we must receive a punishment. So this is the punishment. Oh, shame on you. Shame on you. Sir, I'm doing my job now. I'm a police officer. And I'm still saying shame on you for involving children. Mr. Goldman, take care of this person, please. La SQ poursuit une enquête débutée en 2012 sur des allégations d'abus physiques et psychologiques, ainsi que sur des mariages entre des adolescentes et des hommes d'âge mûr. Mais ce jour-là, la police reste muette sur les raisons de l'intervention. What specifically are you looking for? It's computers and hardware. Okay. Okay. And why? We're doing an investigation. L'Ontario a confirmé le jugement québécois, ordonnant le placement de plus d'une douzaine d'enfants en famille d'accueil. Une décision contestée devant la Cour par la communauté. I don't know what's going on, and I know that something very abnormal happening. It's terrorizing our community. La veille de cette intervention, la communauté cherchait à faire bonne figure. On s'empresse à démontrer que les enfants sont bien éduqués. Who can tell me how many provinces are there in Canada? 10. 10, good. What is the name of the first province here where we just lived? Quebec. Au programme, une leçon de géographie. Ontario. La preuve qu'on enseigne aussi des matières laïques. Who remembers what is the capital city of Ontario? Ottawa, good. Même si certaines notions ne sont pas tout à fait exactes. La communauté ne l'a jamais nié, ses priorités éducatives ne sont pas celles de la norme. Les garçons se consacrent entièrement à la prière et à la Torah. Les filles n'ont droit qu'à une seule ambition, devenir épouse et mère. Toutes les filles apprennent à coudre, 2 fois par semaine. Nous avons des cours de cuisine, des sujets pratiques. Quand les filles atteignent l'âge de 15 ou 16 ans, elles ont confiance en elles. Assez confiante pour se marier, selon l'enseignante Malka Rosner, elle-même mère de 9 enfants. Selon la Torah, il faut se marier le plus tôt possible. C'est un des commandements. Mais la Torah nous oblige aussi à respecter les lois et les règlements du pays où on habite. Et s'il y a conflit entre les deux? On doit d'abord respecter les lois. La plus vieille de mes filles a eu 16 ans l'année dernière. Elle s'est mariée 2 mois plus tard. Elle s'était fiancée à 15 ans.
Ça, nous le faisons. C'est la question des mariages qui suscite le plus de controverses. Où faut-il tracer la ligne entre le droit de pratiquer sa religion et l'obligation de protéger les enfants? Comme nous croyons que la Torah est la vérité, que c'est la parole de Dieu, pourquoi ferions-nous un compromis? Ça n'a pas de sens. Je pense pas qu'on a persécuté ces gens-là. Ils en ont fait une question de religion. Moi, je dirais à l'inverse. Dans certains cas, des gens vont nous dire qu'on a été trop accommodants, peut-être, là. Au Québec, pendant 10 ans, le Lev Tahor n'a pas beaucoup attiré l'attention, à part quelques interventions isolées. Mais en novembre 2012, 2 anciens membres contactent les autorités. La DPJ Laurentide fait alors face à la plus complexe et délicate intervention de son histoire. Effectivement, on ne pouvait pas se garrocher dans la communauté parce qu'on savait très bien que il y avait potentiellement un certain contrôle qui était exercé par les leaders. Donc, il fallait qu'on puisse planifier notre intervention. J'ai organisé de la formation à mon monde pour qu'on comprenne un peu plus c'est quoi la communauté juive orthodoxe. C'est quoi le sens, c'est quoi les valeurs, c'est quoi leurs croyances. Au final, la DPJ recense plus d'une centaine d'enfants à risque. Le 6 août 2013, ils sont prêts. Une trentaine de policiers, travailleurs sociaux et interprètes yiddish se présentent à Sainte-Agathe sans avertir. Ils entrent dans des maisons surpeuplées, à l'hygiène douteuse. Mais quand on a des grosses familles, ça n'empêche pas de prendre une couche puis de la mettre dans la poubelle plutôt que de la jeter à terre. Les enfants, ça couche à 3, 4, 5 par chambre. Dans certains cas, c'était vraiment très serré. Un intervenant, à un moment donné, qui, pour pouvoir circuler dans la chambre, touche à un matelas. Le matelas est complètement imbibé d'urine. Ça se sentait très fort dans les maisons. Donc, des conditions de vie très difficiles pour l'ensemble des enfants. On trouve de la nourriture avariée, des trous dans les planchers, des signes clairs de négligence. Mais pas de preuves d'agression physique ou sexuelle. My name is Adam Brudzewski. I'm 28. C'est ici qu'entre en scène Adam Brudzewski, qui a fui avec sa femme après 2 ans à Sainte-Agathe. Voici des extraits de son témoignage. One advice that I got was that whenever a boy would not do as he's supposed to, I should hit him with a wire hanger. I later discovered that hitting was a regular punishment in the community. Il confirme aussi que les mariages sont arrangés par le rabbin lui-même et que les époux sont souvent des adolescents. Quel âge avait votre époux lorsque vous vous êtes mariés? 15, almost 16. Adam Brudzewski n'a pas quitté les mains vides. Il a emporté avec lui un disque dur contenant 9 certificats de mariage entre des jeunes filles qui, selon lui, avaient moins de 16 ans et des hommes beaucoup plus vieux. And it was the stated goal of the community to reach the point of doing marriages at 13. À l'autre bout du monde, en banlieue de Tel Aviv, Oded Twick s'inquiète pour ses 8 neveux et nièces nés dans la communauté Lev Tahor. Il veut les sortir de là au plus vite, avant qu'on les marie eux aussi. Cela fait 18 ans que sa sœur Sima a décidé de se joindre au Lev Tahor après avoir déménagé à New York. C'était une jeune femme charmante avec une belle vie ici. 2 ans après son déménagement, elle nous a envoyé la photo d'un homme barbu en nous annonçant qu'il s'agissait de son futur mari. Ça a été très surprenant. Un mari 10 ans plus âgé, des enfants un après l'autre. Il la croyait tout de même heureuse à Sainte-Agathe. J'ai senti qu'il y avait quelque chose qui clochait. On s'est disputé. Elle n'est jamais allée voir sa tombe. Elle disait que le rabbin lui interdisait. Puis je n'avais pas le droit de voir ses 2 filles, les plus âgées.
Je ne les ai vus qu'une seule fois pendant 5 minutes avant de repartir chez moi. De retour en Israël, il se met à fouiller et ce qu'il trouve est loin de le rassurer. En parlant à des anciens membres, il apprend que sa sœur aurait perdu ses enfants pendant 3 ans. Ils auraient été placés dans d'autres familles de la communauté. Une punition parmi d'autres. Des ex-membres m'ont dit qu'on punissait les gens. Ils n'avaient pas le droit de manger 3 jours par semaine. Ils n'avaient pas le droit de dormir. Ce sont des morts vivants. Nous lui avons posé la question. Croit-il qu'il s'agisse d'une secte? C'est une secte cruelle, une secte destructrice. Oded est devenu un des informateurs de la DPJ. Après l'intervention de l'été dernier, la DPJ retire 5 enfants, les plus à risque. Pour la centaine qui reste, Denis Barabi commence un programme de surveillance serré. Cette journée-là, j'ai rencontré le rabbin, les leaders de la communauté. On a nommé des choses. Ils se sont dit, évidemment, en désaccord avec le retrait des enfants, mais on a expliqué, on a toujours été transparent. Nous, ce qu'on a dit, c'est de façon urgente, il y a des choses qui doivent changer dans certains domiciles. On leur a demandé comme un plan d'action. 5 travailleurs sociaux sont mis au dossier, presque à temps plein. Les visites surprises se multiplient et commencent à porter fruit. À l'automne, la DPJ croyait avoir la situation bien en main. C'est à Jérusalem qu'a grandi l'homme qui soulève toute cette controverse. Shlomo Helbrands est issu d'une famille laïque. Adolescent, il découvre la religion et devient obsédé par le mysticisme juif. À l'âge de 22 ans, il se déclare rabbin. Un rabbin aux idées particulièrement radicales, qui recrute ses fidèles dans les quartiers ultra-orthodoxes. Il fonde une nouvelle communauté religieuse, Lev Tahor, c'est-à-dire cœur pur. Comme plusieurs autres rabbins ultra-orthodoxes à l'époque, Shlomo Helbrands prêche la piété et la modestie, surtout chez les femmes. Et même s'ils sont citoyens israéliens, ils s'opposent farouchement à l'existence même de l'État d'Israël. À leurs yeux, ce n'est qu'à l'arrivée du Messie qu'Israël pourra légitimement voir le jour. Le rabbin Helbrands n'a jamais prétendu être le Messie, mais ses disciples le décrivent comme un être particulièrement charismatique. Quand il parle, il nous attire, comme un aimant. Israël Alter est un des premiers membres de Lev Tahor. Il était l'adjoint de Shlomo Helbrands. Il est très convaincant. Il donne l'impression d'un homme sage, un homme qui peut lire dans les pensées des gens. Il fait comme s'il était plus pieux que les autres. En réalité, c'est tout le contraire. Israël Alter avait grandi dans une famille religieuse, tout le contraire de la plupart des adeptes de Lev Tahor, souvent des marginaux qui expérimentaient avec de nouveaux courants. Certains se tournaient vers le fondamentalisme, mais d'autres cherchaient simplement un guide pour donner un sens à leur vie. Le professeur Menahem Friedman est un important expert de l'extrémisme juif. Il admet que les sermons d'Helbrands attiraient plusieurs fidèles, mais certainement moins que les dizaines de milliers dont se vantait le rabbin. C'est de la foutaise. Il a très peu de disciples. Et ce n'est pas un grand érudit. Il attire les marginaux à cause de ses idées extrémistes. Shlomo Helbrands prétendra plus tard que ses idées anti-sionistes en ont fait un homme ciblé et persécuté. Mais personne ici ne se rappelle de cette persécution. On se souvient toutefois qu'un jour, en 1990, le rabbin et sa bande de fidèles se sont envolés. C'est à Brooklyn qu'il refait surface.
Le quartier de Borough Park abrite une des communautés ultra-orthodoxes les plus influentes au monde, toutes disposées à accueillir un jeune rabbin zélé. Shlomo Elbrands y a trouvé des appuis financiers pour y fonder une yeshiva, sa propre école talmudique, qui n'échappera pas à la controverse. Tout a commencé avec l'histoire du petit Shai Fima. Né en Israël dans une famille laïque, il a immigré à New York avec sa mère après le divorce de ses parents. À l'approche de ses 13 ans, sa mère s'est tournée vers un rabbin pour préparer sa bar mitzvah. Ce rabbin, c'était Shlomo Elbrands. Le rabbin l'aimait beaucoup. Il disait que c'était un garçon intelligent. En Israël, le père de Shai, Michael Reuven, était surpris mais ravi. Le rabbin m'a dit qu'il voyait mon fils entouré de lumière et qu'il pourrait devenir un grand rabbin. Shai passe de plus en plus d'heures à la yeshiva. Un jour, il ne revient pas à la maison et sa mère appelle la police. Le rabbin affirme aux policiers que Shai est un fugueur qui fuit sa famille en difficulté. Clairement, il s'agissait d'un enlèvement. Bill Plackenmeyer est le policier new-yorkais qui a passé 2 ans à suivre la trace de Shai Fima. Il n'a jamais douté que Lev Tahor avait joué un rôle dans sa disparition. J'étais détective en chef. Je me fie sur mon raisonnement. C'était l'évidence même. Il l'encourageait à se sauver. Quelques heures seulement après l'arrestation de Shlomo Elbrands, le détective Plackenmeyer reçoit une requête du bureau du procureur. Il faut libérer le rabbin. Je leur ai posé la question, êtes-vous en train de me dire que je n'ai pas de motif valable pour l'arrêter? On m'a répondu, non, ce n'est pas ça. L'arrestation était bel et bien justifiée. Mais le procureur préférait qu'on laisse tomber. Dans l'État de New York, c'est la population qui élit le procureur-chef. Et celui-ci voulait pouvoir compter sur le vote de la communauté ultra-orthodoxe de Brooklyn. Did you kidnap that boy like his mother said? Of course not. Le rabbin a été libéré. Shlomo Elbrands était libre, mais un garçon de 13 ans manquait toujours à l'appel. Sa famille, à New York comme en Israël, était au désespoir. Furieux, les policiers se tournent alors vers le FBI. This is the poster of Shai they made on the police department in New York. They made 10,000 copies of this. Comme rien n'avait fonctionné pour retrouver Shai, son père était prêt à tout. Au téléphone, le rabbin lui avait promis qu'il pourrait voir son fils, mais seulement s'il arrivait à convaincre la mère d'accorder une garde partagée au rabbin. Avec l'aide du FBI, Michael Reuven tend un piège à Shlomo Elbrands. J'avais un micro caché qui enregistrait toutes nos conversations. Il s'est mis à négocier. Il m'a proposé d'offrir une somme d'argent à la mère de Shai. Je lui ai dit que je n'en avais pas. Il m'a dit, tenez, donnez-lui 50 000 $. Vous pouvez monter jusqu'à 100 000. Il avait l'argent. Je me demande toujours pourquoi mon fils était si important. L'offre d'acheter la garde de Shai Fima a mené à la seconde arrestation du rabbin. Une fois de plus, la communauté ultra-orthodoxe s'est mobilisée pour le défendre. So many supporters of Rabbi Shlomo Elbrands and his wife showed up at our Brooklyn courthouse this afternoon that officers fearing a security risk limited public access to the emotional bail hearing. Après 2 ans de cavale, Shai Fima est réapparu. Il était toujours fidèle au rabbin. Au procès, il a témoigné en sa faveur. L'écoute téléphonique a révélé que Shlomo Elbrands et ses supporters avaient transféré Shai d'une communauté à l'autre, le déplaçant même au Canada et jusqu'en France. Ce sont les douaniers français qui l'ont finalement intercepté. Il avait un faux passeport.
Comment un adolescent de 13 ans peut-il obtenir un faux passeport sans l'aide de quelqu'un? Get a phony passport. En 1996, le rabbin Elbrands est condamné à un minimum de 4 ans de prison. La peine est réduite à 2 ans en appel et il est extradé en Israël. Mais il n'y restera pas longtemps. Quelques mois après son retour dans son pays natal, il cherche déjà un nouveau port d'attache pour Lev Tahor. C'est au Canada qu'il le trouvera. Ils cherchaient un endroit relativement isolé pour rebâtir leur communauté en exil. 6 semaines après avoir été déporté en Israël, Shlomo Elbrands arrive au Québec. Il s'installe à Sainte-Agathe-des-Monts, dans les Laurentides. Mais d'abord, le rabbin avait un problème à régler. Admis au Canada avec un visa temporaire, il doit changer son statut s'il veut s'y installer pour de bon. Sa demande de résidence permanente est rejetée quand les autorités découvrent son dossier criminel. En 2003, nouvel essai. Cette fois, Elbrands revendique le statut de réfugié. Pour être accepté comme réfugié, un demandeur doit convaincre la commission qu'il sera persécuté s'il est renvoyé dans son pays. Shlomo Elbrands soutenait qu'en tant que rabbin antisioniste, il était perçu comme une menace par l'État d'Israël. L'argument n'avait jamais été invoqué au Canada. C'était à ma connaissance la première fois qu'on avait un revendicateur qui prônait l'abolition d'Israël pour des motifs religieux, avec une démarche intellectuelle ou théologique importante. Ça a été une découverte pour moi. Pour convaincre le commissaire, le rabbin Elbrands avait sorti l'artillerie lourde. Une trentaine de lettres d'appui, les services du célèbre avocat Julius Gray et 8 témoins, surtout des parents et amis, pour rendre compte de la persécution subie en Israël. Que la preuve démontre que quelqu'un a été battu à plusieurs reprises ou que des policiers lui ont dit « c'est de ta faute, on n'ira pas plus loin parce que tu as juste à te taire, comme ça tu n'auras pas de problème », ça équivaut objectivement à un refus d'accorder une protection. Cette protection de l'État a-t-elle vraiment été refusée au rabbin? Y avait-il des preuves que sa famille et lui ont été brutalisés à répétition? Il est de votre ressort de demander des preuves aux demandeurs, des photos, des rapports médicaux, des rapports de police. Dans les témoignages, on ne voit pas que vous posez ce genre de questions. Il y a des évidences qu'on n'a pas besoin de faire corroborer par un document. Il y a des gens qui vont... Il y a une personne qui peut alléguer qu'elle a été blessée par un policier et elle n'a pas de preuves, mais on la croit parce qu'il y a une crédibilité de son témoignage et de l'ensemble. Ce que le commissaire croit aussi, c'est que le rabbin a été maltraité à cause de ses opinions antisionistes, ce qui fait sursauter plusieurs spécialistes. Ils n'ont pas dû vérifier. Nous avons demandé au professeur Menahem Friedman ce qu'il pensait du dossier de réfugié du rabbin Elbrands. Quand j'ai lu ça, ça m'a fait rire. Si ce n'était pas si tragique, ce serait une comédie. Je n'en crois rien. Il n'en croit rien parce que les rabbins antisionistes sont nombreux en Israël. Certains vont même beaucoup plus loin dans leur opposition à l'État, sans pour autant prétendre qu'ils sont persécutés. Leurs adresses sont bien connues, personne ne les arrête. Ils peuvent prêcher en toute liberté, mais ça n'intéresse pas l'État d'Israël. Mais le commissaire Etier, lui, était intéressé, et surtout par le témoignage d'un homme affirmant avoir espionné le Lev Tahor pour le compte d'Israël. Il est en preuve que l'État avait infiltré son organisation pour l'espionner, pour le suivre. Il y a eu un témoignage, d'ailleurs, de l'agent qui s'est converti par la suite. L'agent d'infiltration dont il parle est nul autre qu'Uriel Goldman, le porte-parole de Lev Tahor. Devant la commission, il affirmait que les forces de défense israéliennes l'ont chargé d'infiltrer le groupe de Shlomo Elbrands pour trouver une raison de l'arrêter. Uriel Goldman ajoutait avoir été tellement captivé par le rabbin
qui lui avait révélé son rôle d'espion avant de se joindre à sa communauté. Aujourd'hui, il est moins loquace à ce sujet. Je ne veux vraiment pas en parler. Je sais qu'Israël me surveille de près. Je suis sûr que vous comprenez. Je ne veux pas me retrouver avec une balle d'un agent du Mossad dans la tête. Nous lui avons révélé avoir vérifié auprès des forces de défense israéliennes, qui nous ont affirmé n'avoir aucune trace de lui dans leur dossier. Mais Uriel Goldman persiste et signe. Je comprends qu'ils n'ont pas de dossier. Mais dire ça, c'est comme dire pas de commentaire à un journaliste. Ce n'était pas une opération de routine. À l'époque, le commissaire Etier n'aurait pas pu vérifier ces affirmations auprès des forces de défense. Ce n'était pas dans son mandat. Mais aujourd'hui, les démentis d'Israël au sujet d'Uriel Goldman ne l'impressionnent pas. J'aurais aimé le savoir, mais ce qui me vient à l'esprit, c'est la question que je vous retourne. Pensez-vous que l'armée israélienne vous a dit la vérité? Un gros obstacle restait à franchir. Le dossier criminel pour kidnapping aux États-Unis. C'est un motif suffisant pour rejeter la demande du rabbin. Le ministère de l'Immigration le fait savoir au commissaire, mais n'envoie pas d'avocat pour soutenir sa position. Le rabbin avait toutefois gardé un as dans sa manche, la victime elle-même, qui témoigne en sa faveur dans une vidéo. Shai Fima avait 24 ans à l'époque. C'était 10 ans après les incidents de New York. À ce sujet, nous avons découvert des informations troublantes. Shai Fima affirme aujourd'hui que sa déclaration était fausse, qu'il avait été payé 5 000 $ pour participer à la vidéo et que tout ça avait été organisé par le porte-parole de la communauté, Uriel Goldman. Shai Fima n'a pas voulu parler à la caméra. Il n'est pas fier de son geste, mais tient aujourd'hui à corriger le tir. Shlomo Helbrands l'avait bel et bien enlevé. Le commissaire Etier dit aujourd'hui que la vidéo l'avait rendu mal à l'aise et que s'il avait su, il aurait peut-être évalué la preuve autrement. En 2003, il a accepté la demande de statut de réfugié de Shlomo Helbrands. Cette décision a créé une onde de choc au ministère de l'Immigration, qui a immédiatement logé appel. La Cour fédérale a confirmé la décision 1 an plus tard. Ces extraits de l'émission Second Regard montrent la communauté telle qu'elle l'était en 2004. Isolée, oui, mais clairement moins radicale. Les petites filles n'étaient pas voilées à 3 ans, comme elles le sont aujourd'hui. Ce jeune homme vivait parmi eux à la même époque. Il avait 11 ans. Ils nous obligent à écouter en nous donnant des claques ou bien en nous pinçant. Certaines personnes très religieuses vont croire que c'est de la discipline, mais c'est de l'abus. Sa famille très religieuse l'avait envoyé chez le Lev Tahor pour étudier. Mandy Marcus se souvient des longues heures de prière et de la concurrence pour impressionner le rabbin. La communauté ferait n'importe quoi. Il y a de belles chaises, de l'argenterie, toutes sortes de beaux objets. Les autres n'ont rien. Le rabbin passait beaucoup de temps avec lui. Il m'a dit que j'étais spécial, que j'étais béni, intelligent, mais c'est ce qu'il raconte à tout le monde pour qu'ils écoutent. Une expérience qu'il associe à un lavage de cerveau. Il se fiche de tout l'aspect religieux. C'est un outil qu'il utilise pour obliger les gens à le suivre. Une fois son but atteint, il laisse tomber l'aspect religieux pour simplement les manipuler. Ce contrôle absolu du rabbin et de ses lieutenants, Yishai Ben David l'a constaté de près. Cet Israélien a été séduit par la piété de la communauté, par l'absence de tout compromis. Au début, j'ai cru que ça pouvait... qu'ils étaient peut-être vraiment vertueux.
Ils font des sacrifices au niveau de leur quotidien, de leur confort. Pour plaire à Dieu. Aujourd'hui, je ne crois plus que c'est de la modestie. Je crois que c'est une façon d'abuser des femmes. Une scène l'a particulièrement troublé lors du premier de ses 2 séjours à Sainte-Agathe. Il était hébergé dans une famille de la communauté. Un jour, un enfant de 5 ans est arrivé dans la maison. Et mon hôte m'a dit que le petit allait rester avec nous pour quelques mois. J'ai demandé pourquoi. Il m'a d'abord dit que la mère était malade. Ensuite, qu'elle ne savait pas comment élever ses enfants. Ça m'a paru tellement bizarre. Et à un procédé maintes fois documenté. La pratique de déplacer les enfants de famille en famille pour punir les parents rebelles. Il a quitté le Leftaor peu après. Ils veulent détruire l'identité des enfants et leur personnalité. Ils n'ont plus de père, plus de mère, mais ils ont le rabbin, ils ont la secte, ils ont les autres leaders. Les parents n'ont plus d'importance. Le groupe ne fait qu'un. C'est ça le pire. Cela ne fait aucun doute. L'âme et le cœur de la communauté Leftaor, c'est son maître spirituel, Shlomo Elbranz. Ses fidèles le vénèrent. Pendant son entrevue avec la CBC, le rabbin a insisté pour être entouré d'une demi-douzaine de ses assistants. L'entretien a duré plus de 3 heures. Il est important qu'on vous entende sur les allégations. Vous dites que c'est de la persécution. On s'est fait dire qu'il est courant de frapper les enfants avec des cintres, des bâtons, des ceintures, des poings. Est-ce la façon de faire régner la discipline? Dire que c'est faux serait suggérer le contraire. Il est faux de dire qu'aucun enfant n'a jamais reçu de claque. Mais ce que je peux affirmer haut et fort, c'est que la punition physique des enfants est beaucoup moins fréquente que dans la société en général. Donc ceux qui disent avoir été battus ou qui en ont vu d'autres se faire battre ont tort. Les gens racontent des mensonges. Ils nient aussi avoir puni des parents en ordonnant le transfert de leurs enfants de famille en famille. Nous avons abordé la question des mariages. Mariez-vous des enfants de moins de 16 ans? Vous ne pouvez pas juger la communauté tout entière. La question est simple. Mariez-vous des enfants de moins de 16 ans? Jamais. Jamais. Ce n'est jamais arrivé. C'est arrivé. Mais je ne vais pas à l'encontre de la loi pour marier des enfants. Il y a peut-être eu 3 stories. Ce sont des couples qui se sont mariés aux États-Unis devant un juge. Et quand ils sont revenus, ils m'ont demandé d'officier à la cérémonie. Donc, 3 mariages, admet le rabbin. Des adolescents se sont rendus au Missouri où les lois sont plus permissives. Les gens de ma communauté ne sont pas des marionnettes. Monsieur Goldman n'est pas une marionnette, sa fille non plus. Au Canada, il est illégal pour un homme d'âge mûr d'avoir des relations avec une adolescente de moins de 16 ans. Nous avons demandé au rabbin si cela s'était déjà produit dans la communauté. Il a tout nié. En ce qui concerne la Commission sur le statut de réfugié, il insiste pour dire que ses déclarations d'il y a 10 ans étaient exactes. Je n'ai pas menti à la Commission. Je n'ai pas pu raconter à quel point j'ai été persécuté. Je ne peux même pas vous dire aujourd'hui comment je suis persécuté ici au Canada. Au sujet de votre demande de refuge au Canada... Dans le café. Pendant que le rabbin bénissait le café, nous lui avons appris ce que Shai Fima avait révélé. Il se serait fait payer 5 000 $
pour apparaître dans la vidéo, appuyant la version du rabbin. C'est complètement faux. Il n'a pas reçu un seul sou. Il a dit que M. Goldman avait tout organisé. M. Goldman, avez-vous fait ça? Vous avez payé son billet d'avion? Je m'en rappelle. Nous lui avons payé son billet. Son billet, lui avez-vous versé 5 000 $? Absolument pas. Pourquoi aurait-il dit ça? Quel est le rapport? Avez-vous menti pour être accepté dans ce pays? Je n'ai pas menti. Avez-vous payé chez FEMA pour être admis au pays? Vous pouvez choisir de croire qui vous voulez. Clairement, la communauté est ébranlée par les nombreuses allégations, explications à l'acharnement des autorités. Nous sommes une cible depuis plus de 3000 ans. On nous persécute à cause de nos croyances spirituelles. Parce que nous sommes juifs, anti-sionistes. Parce que nous sommes extrêmes. À Montréal, le Lev Tahor suscite des réactions viscérales dans la communauté juive. C'est une secte. Ça n'a rien à voir avec le judaïsme. Ils sont vraiment extrémistes. L'Agence juive de services sociaux OMETS a collaboré étroitement avec le DPJ, notamment pour trouver des familles d'accueil orthodoxes. Le directeur de la protection de la jeunesse est toujours sous le choc de la fuite du 18 novembre dernier. Une catastrophe qu'il n'avait pas vu venir. On a travaillé avec eux comme on travaillerait avec n'importe quel autre parent, donner une chance aux parents de se mobiliser puis d'apporter les changements qu'il fallait. Alors, c'est sûr qu'on ne comprenait pas. Il y a eu de la colère. Après, un peu la consternation, là, on était tous un peu fâchés qu'ils nous aient fui entre les pattes comme ça. C'est justement la fuite qui a convaincu le juge québécois d'ordonner le placement des 14 enfants alors en Ontario. Quant aux 5 enfants déjà placés dans une famille hassidique de Montréal, nous avons demandé de leurs nouvelles. C'est le jour et la nuit. C'est des enfants qui sont épanouis, qui sont très différents de ce qu'ils étaient. Ils vivent toujours avec les mêmes convictions religieuses, judaïques, etc., mais c'est des enfants ouverts vers le reste de la société, là. Alors, ils vont bien. J'espère que les adultes de cette secte, peut-être, ils vont voir qu'ils ont des possibilités aussi de quitter. Et si quelqu'un de ce secte veut quitter, on est là pour leur aider aussi. C'est pas que pour les enfants. À Tel Aviv, dans son petit commerce, Oded Twick espère la même chose. J'ai parlé à d'autres parents. J'ai écouté leurs histoires. Je veux lutter contre ce groupe. Je veux y mettre fin. La CBC a tenté plusieurs fois de parler à la sœur d'Oded à Chatham. Sima a finalement accepté de répondre à leurs questions, mais dos à la caméra. Assise à côté de son mari, elle a nié les allégations de son frère et insisté pour dire que sa famille était heureuse. I told my brother everything is okay. I'm in a good place.